Alors, je suis content, on va mettre fin à une certaine forme de cynisme. J'entends constamment dire que les jeunes, puis les moins jeunes, ne se rencontrent plus dans des bars. Ils refusent, quand ils sont célibataires, de partir à la recherche de l'autre avec un grand A, autrement que par les applications de rencontres. Ça, c'est la version cynique de ce qui se passe. Mais là, on apprend ce matin dans les pages du 24 heures, Sarah Florence Benjamin, journaliste au 24 heures, bonjour. Bonjour Rémi. Qu'il y a des célibataires qui décident de revenir à la bonne vieille tradition, les bonnes vieilles soirées de dating. Oui, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au dating à l'ancienne, comme on peut dire, même si ça fait pas très longtemps, et qui se désintéressent des applications de rencontres qui battent de plus en plus de l'aile. On a juste à regarder le cours de l'action de Match Group, l'entreprise qui possède Tinder, Hinge et OkCupid, qui a chuté du 2/3 depuis 5 ans. Il y a beaucoup de gens qui, non seulement partent des applications, mais arrêtent aussi de s'abonner aux services payants de ces applications-là et qui veulent plutôt se rencontrer en vrai. Donc, on a parlé aux organisatrices d'une de ces soirées-là qui a fait quand même beaucoup jaser sur le réseau social Reddit qui s'appelle L'été sans swipe ou Swipe Free Summer. C'est un événement bilingue. Et ça a été fondé par 2 amies, dont une qui venait de vivre une rupture et qui n'en pouvait plus des applications, qui avait l'impression que le but, c'était de la garder le plus longtemps sur l'application et non de lui faire trouver son prince charmant, et qui s'est dit, mon Dieu, mais où est-ce que je vais rencontrer des hommes de 30 ans? Et a fait, hey, je vais faire mon propre événement. Mais ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on passe souvent à côté de ce principe-là. C'est une entreprise. Donc, une entreprise, oui, qui vend un service de rencontre, elle n'a pas tout à fait intérêt à ce que vous rencontriez quelqu'un parce que la première affaire que vous faites lorsque vous vous mettez en couple avec quelqu'un, c'est de vous enlever de Tinder, c'est de vous enlever de ces applications-là. Ça, on dirait qu'on l'a comme pas vraiment intériorisé. On pensait qu'il travaillait pour nous puis qu'elle cherchait notre bonheur. Oui, puis il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que finalement, c'est ça, ces applications-là, elles veulent te faire swiper dans l'infini et recevoir ton petit bout de dopamine quand tu matches avec quelqu'un, mais ils veulent pas vraiment que tu rencontres des gens et que tu aies une relation à long terme qui te fait sentir bien et qui fait que tu lâches ces applications-là. Comment ça se passe, ces soirées-là, donc? C'est vraiment classique. Okay. Les gens se rencontrent c'est dans un parc pour la première rencontre qui était gratuite. Là, ça va peut-être avoir lieu pour les prochaines dans des bars monnayant un prix d'entrée. Ouais. Et là, tout le monde est séparé dans des petits groupes et ils ont une petite cocarde avec leur nom et avec ce qu'ils ont appelé un green flag et un red flag, donc une qualité et un défaut qui servent un peu à faire alimenter la discussion. Et au fil de la soirée, les groupes changent, mais dès qu'on change de groupe, on a une petite feuille où on doit laisser soit un compliment à la personne avec qui on a parlé ou son numéro de téléphone si ça nous tente. On peut pas laisser un défaut. Non. Ben, voyons donc. Pour que, comme ça, les gens reviennent à la maison avec au moins une feuille pleine de compliments si ce n'est des numéros de téléphone pour que ça soit une expérience positive, contrairement à ce qu'on peut vivre sur les applications où le jugement peut être assez fort, assez cruel des fois. Donc, oui, on a parlé aussi à Ismaël, qui est un Montréalais de 32 ans, qui a participé à une de ces rencontres-là et qui disait lui-même que les applications de rencontres lui puaient au nez. Il y avait un peu d'appréhension parce qu'il avait peur du speed dating, mais pour lui, ça s'est vraiment bien passé. Il a rencontré une fille avec qui il est allé sur plusieurs dates. Ça s'est super bien passé, mais ça a été interrompu par le fait que malheureusement, il s'est fait passer dessus par une voiture. Oh mon Dieu! Là, il est correct, je lui ai parlé, mais ça a fait aussi que cette fille-là qu'il a rencontrée est venue le visiter à l'hôpital, lui a amené de la bouffe, lui a amené des petites attentions, et finalement, ils n'ont pas sorti ensemble de manière romantique, mais il s'est fait une très, très bonne amie. Puis il est super content d'avoir pu faire une rencontre qui dit extraordinaire grâce à cet événement-là. Ben, c'est la vraie vie, ça. C'est la vraie vie en dehors des applications. S'il vous plaît, sortez, parlez, rencontrez les gens. Oui, les gens ont plein de défauts. Oui, sortir de chez soi, ça veut dire sortir de chez soi, ça veut dire faire un effort, mais honnêtement, c'est prouvé, là. Les vraies relations, c'est lorsque vous rencontrez quelqu'un par hasard dans le métro puis que vous avez le courage d'aller la voir. Ça commence moins souvent, en tout cas, j'avais déjà lu une étude sur le sujet, ça commence moins souvent lorsque vous avez contacté quelqu'un sur une application. Merci beaucoup, Sarah Florence Benjamin. Merci beaucoup. Bonjour, Francis. Salut. Tu prends le relais dans quelques minutes. Oui. Et on me dit que tu étais un grand fan d'Ozzy Osbourne, que je rappelle, il vient de décéder. Ben oui, Ozzy tantôt. est décédé. Je suis pas un grand mélomane, là, personnellement. Je peux pas faire des grandes chroniques musicales, mais je t'avoue qu'Ozzy, là, ça vient toucher une petite partie de moi là, et de mon adolescence, là, quand même assez profondément. Ouais. Là, ouais. C'est drôle, quand ça arrive des affaires de même, c'est un morceau de nous qui s'en va. Ouais, on dirait. Puis tu sais, c'est drôle, Ozzy, là, rappelons-le, a quand même été un des fondateurs de Black Sabbath, qui était un groupe iconique
iconiques des années 70. Là, le groupe est né en 68. Puis Ozzy Osbourne s'est fait foutre dehors du groupe en 79 pour alcoolisme et dépendance à la drogue. Là, c'était vraiment cette époque, là, sex, drugs and rock and roll. Là, les gens qui consommaient beaucoup de différentes substances. Et à partir de 79, Osbourne a lancé des albums là, vraiment comme une horloge. Là, tous les 2 ans, il y avait des albums qui sortaient. Puis des chansons qui ont quand même été très, très, très populaires. À chaque fois, il vendait des millions d'albums. Donc, c'est vraiment un parcours extraordinaire. Et à ma connaissance, c'est un des premiers à avoir, enfin, personnalité très, très connue, à avoir accepté là, l'idée de permettre à une télé-réalité de s'intéresser à sa vie. Parce que moi, je l'ai connu comme ça. Là. C'était qui cette espèce de malade-là qui habite dans un château? Les Osbourne, The Osbournes, là, c'était une télé-réalité sur sa famille, donc impliquant sa femme et ses 2 enfants. Puis effectivement, pendant 4 saisons, là, donc 4 années assez invasives, on était chez eux à vivre leur famille quand même assez dysfonctionnelle, on va se le dire. Et donc, ma femme, ma blonde, est aussi, se rappelait aussi nostalgiquement quand elle était jeune de regarder à Musique Plus la version française, les Osbourne. Puis effectivement, puis ensuite, évidemment, il a continué à faire de la musique là, jusqu'à tout récemment. Il a même eu une tournée mémoire en l'honneur de Black Sabbath. Il a fait un concert il y a quelques jours à peine, là, Ozzy Osbourne, donc plusieurs pensaient que c'était pas tout à fait fini. Il était quand même atteint du Parkinson. Ouais. Bon, évidemment, les quantités de drogue et d'alcool qu'il a consommées ne devaient pas faire de sa santé, quelque chose d'absolument spectaculaire. Il a raconté avoir déjà bu, j'essaie de faire la traduction, mais déjà bu 28 gallons d'alcool fort dans une année. Ça fait comme 100 quelques litres là, dans une année. Des forces de la nature. Ça, c'est du monde qui devrait mourir à 52 ans puis qui finissent par partir dans la 70e. Ça, c'est juste l'alcool. Je veux dire, rajoute plein d'autres produits. Donc, écoute, c'est quand même un personnage. Je vais en parler à l'émission, évidemment. On va en discuter tout au long. Mais moi, je me rappelle, juste pour compléter sur Ozzy Osbourne, d'une scène dans la télé-réalité où il se réveillait d'une sieste qui avait duré jusqu'à comme 3-4 heures de l'après-midi et sa fille d'aller le voir et lui dire « Papa, j'aimerais ça aller manger un hamburger avec des amis. » Puis elle lui dit « Devrais-tu me passer un petit peu d'argent? » Puis là, il sort une espèce de liasse de 100$, puis il lui donne comme 3000$. Puis elle dit « Non, je t'ai pas compris, je veux aller manger un hamburger avec mes amis. » Puis il dit « Just go, just go, have fun and drink and party. » Puis sa fille, elle a comme 15 ans. Là, effectivement. Puis c'est ça, on va en parler plus tard à l'émission avec Yves Daou, mais il y avait aussi une fortune assez impressionnante à Ozzy Osbourne. Donc, il y a tout le volet financier qui est évidemment toujours très intéressant de regarder dans ces dynasties musicales, qu'on pense aux Rolling Stones, aux Beatles, à Ozzy Osbourne. C'est qu'ils ont créé tellement de musique qui est tellement iconique, ça joue dans des films, ça a été écouté des milliards de fois. C'est juste à s'asseoir, tu finis par engranger les millions de dollars de revenus par année. C'est des carrières, là, c'est quand même fou. Là, 1968 jusqu'à tout récemment, il faisait encore des concerts de la musique. Là, c'est quand même fou ce que tu peux accumuler là, quand tu t'y mets sur une aussi longue période. Donc, encore une fois, une icône assez importante, je pense. Je sais pas pour tout le monde, mais pour moi, en tout cas, Ozzy Osbourne, 43 ans, là, on dirait que c'était vraiment en plein sur la période de mon adolescence. Mes condoléances. Qu'est-ce qu'il y a à ton émission, sinon? On va parler de toutes sortes de choses qui sont dans l'actualité, évidemment. Là, c'est assez... c'est l'été, hein, fait qu'on va essayer de trouver des sujets qui vont faire réagir un peu tout le monde. On va, comme je le disais, parler beaucoup de Ozzy Osbourne. On va parler de politique américaine rapidement. Puis je sais pas si tu as vu ça, là, cette idée que les Canadiens ou les Québécois seraient méchants. Là, et désagréables. Parce qu'on réagit forcément. Fait que je vais un peu parler de ça. Est-ce que quand tu te fais bully, là, quand tu te fais tasser par un méchant, est-ce que tu devrais juste prendre... Ça m'emmène à toutes sortes de réflexions sur la culture de la censure, le cancel culture dans les universités, etc. Réagir puis donner le droit de parole, là, c'est quand même pas... c'est une bonne chose. C'est une vertu cardinale. Puis je trouve ça surprenant qu'ultimement, l'extrême droite, qu'on pourrait dire la droite trumpienne, rejoigne un peu l'extrême gauche en disant « Ne dites rien, fermez-vous la gueule. » On essaie de fermer Stephen Colbert, on essaie de fermer plein de choses. Donc, on amène les gens à se taire aux deux extrêmes du spectre politique. Et je trouve ça quand même étonnant. Moi, personnellement, je suis toujours favorable à ce qu'on libère la parole, libère les débats. Et puis, s'il y a des gens qui n'étaient pas convaincus que c'est un intimidateur, c'est exactement comme ça que fonctionne un intimidateur. Exactement. Il vous frappe, vous répliquez et c'est trop pour lui. Merci beaucoup. On se voit demain.